Bonjour et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog graindecoeur.fr. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 13 et j'aimerais qu'on parle des fondations d'une relation amoureuse qui peut être considérée comme solide, robuste, qui a plus de chances de durer, dans laquelle on est plus épanoui. Et pour ça, aujourd'hui, on va parler d'un concept du docteur Gottman. Donc le docteur Gottman, c'est un docteur américain qui a fait plus de 40 ans de recherche sur les couples, particulièrement sur les couples mariés, mais sur les couples, on va dire, qui durent, qui engagés, etc. Et il a regardé un peu quels sont... alors il a plusieurs modèles, il a plusieurs choses importantes dont je parle souvent sur le blog, comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc ça a fait l'objet d'autres podcasts un peu plus tôt. Et aujourd'hui, on va voir une partie de son concept de la maison de couple saine, et on va voir les 2 piliers de cette maison, en fait. Et donc il a plein de petits outils comme ça qui vraiment expliquent la base, les fondamentaux, ce qui est important, ce qui fait qu'un couple va avoir énormément de chances de rater ou énormément de chances de réussir. Et ce qui est très marrant avec le docteur Gottman, c'est qu'il est capable de faire une interview d'un couple, de passer de mémoire, je sais plus si c'est 2, 3 ou 4 heures avec eux, mais leur poser une série de questions, les regarder communiquer, et il est capable de prédire avec plus de 90% de chances si le couple va rester ou va se casser, entre guillemets, en fait. Donc c'est-à-dire juste en observant la conversation d'un couple à un moment T de la relation, il arrive à parier, plus de 90% du temps, les résultats, l'avenir de ce couple-là, en fait. Donc il est très très renommé, il a fait quelques livres, il a une thérapie spécialisée, il y a des thérapeutes Gottman qui sont formés à sa technique. C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même et c'est quelque chose qui est très très bien. Enfin, c'est une très bonne thérapie de couple. Voilà, donc ça c'est un peu pour le contexte de Gottman et de l'épisode d'aujourd'hui. Donc la première chose de laquelle on va parler aujourd'hui, c'est de l'amour en général. Et essayer de définir un peu l'amour. Parce que souvent c'est quelque chose qui est un peu confus. Et moi, je vais vous donner ma vision un peu des choses, et puis la vision de pas mal de gens dans ces sphères-là, la psychologie, le développement personnel, un peu la spiritualité aussi. Donc déjà, il y a 2 éléments que j'aimerais apporter tout d'abord. C'est que l'amour, c'est un choix, c'est quelque chose qu'on choisit consciemment, et de 2, l'amour, c'est aimer. Le mot aimer, c'est un verbe d'action. Avant d'être un sentiment, donc avant d'être le sentiment d'amour qu'on peut ressentir, c'est avant tout un choix et avant tout un verbe d'action. Et en fait, on ressent le sentiment d'amour, on est amoureux, amoureuse, quand on a fait les actions et quand on a fait le choix. Donc, ça peut paraître un peu trop mental comme approche, mais si vous prenez le début d'une relation, par exemple, vous vous rendez compte qu'au début, il y a de la curiosité, il y a de l'intérêt. Vous vivez pas ensemble tous les jours, vous savez pas ce que c'est d'y vivre avec l'autre, vous savez pas ce que c'est d'avoir des rapports avec l'autre, vous savez pas ce que c'est de faire plein de choses. Et donc il y a toutes ces choses-là qui sont des actions d'amour et qui vont créer l'amour, qui vont vous faire tomber amoureux, entre guillemets. Et après, une fois qu'on est dans la relation, il y a d'autres actions d'amour à faire, ou à les faire évoluer, ou à les remplacer, etc., pour maintenir cet amour. Et ça, c'est super important de comprendre ça, parce que souvent, qu'on arrête d'aimer la personne avec qui on est, c'est qu'il n'y a plus ces actions d'amour, en fait. On prend l'autre pour acquis, on fait plus trop attention, etc. Donc il faut bien comprendre que aimer, c'est 2 choses. C'est un verbe d'action, donc il faut faire des actions d'amour, donc de la curiosité, de l'attention, etc., etc. Dans le bonus que vous pouvez télécharger sur le blog, je parle pas mal, par exemple, des 5 langages de l'amour, et ça vous explique un peu, dans ce bonus, quels sont vos langages d'amour, votre premier, votre deuxième, votre troisième, votre quatrième, votre cinquième, et après ça vous apprend à comment communiquer, faire des actions et faire des choses qui vont faire en sorte que votre partenaire se sente aimé, en fait. Ça sert à ça, c'est le langage de l'amour, c'est communiquer d'une manière, alors physiquement ou verbalement, ou avec des actions, dans un registre qui parle à notre partenaire, dans lequel notre partenaire se sent aimé. Je vais prendre un exemple tout bête, mais si une personne, son premier langage d'amour, c'est les cadeaux, si vous faites jamais de cadeaux, cette personne va pas se sentir très aimée. Moi, mon dernier langage d'amour, c'est les cadeaux. Vous pouvez me faire tous les cadeaux du monde, je vais pas me sentir aimé parce que vous me faites des cadeaux. Ça va, et je reçois les cadeaux volontiers, mais c'est pas très important pour moi. Alors que moi, mes langages d'amour, c'est plus le toucher physique, donc les câlins, les caresses, ce genre de choses-là, et aussi
le temps de qualité, qui est pour moi aussi, qui est souvent du temps à deux partagé. Donc un câlin, c'est temps de qualité, toucher physique, c'est parfait par exemple. Et ça, c'est ce qui fait que je me sens aimé, c'est ce qui fait que je sens que la relation va bien, c'est ce qui fait que je sens que la relation me nourrit. Voilà, donc pour faire une petite parenthèse sur les langages d'amour avant de continuer le podcast. Donc le premier point, c'était définir un peu qu'est-ce que c'est que l'amour. Ensuite, la deuxième chose que je voulais définir, c'est l'amour inconditionnel. Donc on parle souvent, vous entendez souvent parler d'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent décrit dans un cadre familial, donc les parents pour les enfants par exemple, mais même quand on aime nos enfants, infiniment, inconditionnellement, avec nos actions, on peut leur montrer que notre amour a une condition. Si on reprend l'amour, si par exemple on lui dit, si on montre aux enfants qu'ils sont pas vraiment aimés s'ils ont des mauvaises notes à l'école, s'ils sont pas vraiment aimés s'ils sont pas sages, dans ces moments-là où on va reprendre l'amour un peu parce qu'on va être dur, on va peut-être crier, on va s'énerver, il y a pas de douceur qui apparaît pour l'enfant, c'est comme si on avait retiré l'amour pour lui. On avait pris l'amour et il y en a plus. Et du coup, ils se sentent pas aimés. Là, c'est de l'amour qu'on appelle conditionnel. Et voilà, c'est je t'aime si t'es ça, je t'aime si t'as des bonnes notes, je t'aime si t'es sympa avec les copains, je t'aime si tu fais bien la cuisine, je t'aime si tu fais bien le ménage, je t'aime si tu gagnes beaucoup d'argent, je t'aime si ça. C'est tout de l'amour conditionnel. Et c'est pas bon pour votre relation, l'amour conditionnel, hein, parce que vous allez mettre votre partenaire va clairement sentir que il est aimé pour certaines choses, et du coup, il pourra pas vraiment être lui-même, il pourra pas vraiment exprimer qui il est ou qui elle est, parce qu'il y a cette condition sur l'amour qu'il reçoit ou qu'elle reçoit. Donc en fait, l'amour inconditionnel, donc une des définitions que vous pouvez trouver, hein, si vous regardez en ligne par exemple ou dans un ICO, c'est partage d'un sentiment d'affection. Donc partage d'un sentiment d'affection sans condition et en toutes circonstances. C'est-à-dire que admettons que votre partenaire vous énerve au plus haut point, vous êtes très frustré, vous voulez vous énerver, etc. Ça peut valoir le coup d'avoir une manière d'exprimer, de dire ok, je suis énervé, t'as fait quelque chose qui me fait du mal, mais je t'aime quand même. Même je t'aime quoi qu'il arrive. Ou d'avoir une manière d'exprimer, malgré votre frustration, malgré votre douleur, malgré votre peine, que l'amour est toujours là. Et toujours exprimer simplement cet amour qui est là pour vous. C'est pareil avec un enfant aussi, hein. Vous pouvez dire à un enfant qu'il a fait quelque chose de pas bien, mais par contre, maman ou papa ou le frère ou la sœur t'aiment toujours. Il y a les deux, quoi. Avoir la capacité émotionnelle en nous, de comprendre qu'on a été énervé, de mettre une barrière, de mettre une limite, d'exprimer nos besoins, etc., tout en restant dans une communication bienveillante et en aimant. Voilà, c'était le deuxième point, donc parler un peu de l'amour inconditionnel et de l'amour conditionnel. Parce que, au final, la fondation d'un amour solide, quoi, d'une relation amoureuse solide, ça va être l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, il repose sur les deux piliers qu'on va voir maintenant. Donc le premier pilier du travail de Gottman, dans la maison de la relation saine, ça s'appelle l'engagement. Donc c'est être engagé dans la relation. Et ce qui est marrant, c'est que l'engagement, moi, de mon expérience à moi, c'est que l'engagement, en fait, c'est pas si simple que ça à définir, quoi. C'est à quel point on est engagé, à quel point on n'est plus engagé, quand est-ce qu'on a peur de l'engagement. Vous entendez souvent dire que tel ou tel gars ou telle nana, ils ont peur de l'engagement, ils veulent pas se mettre dans la relation, etc. Mais quand on avait 5 ans, on avait peur de tenir la main à une fille ou à un garçon, on avait peur de faire un bisou. Quand on avait 10 ans, 15 ans, on avait peur de se dire, bah voilà, c'est ma petite copine. Quand on avait 15 ans, 20 ans, on avait peur de coucher avec quelqu'un. Quand on avait 20 ans, on avait peut-être peur de vivre ensemble dans un appartement, de commencer un business, de travailler ensemble, de faire un enfant quand on a 25, 30 ans, etc., d'acheter la première maison à deux. Donc l'engagement, en fait, ça se termine vraiment jamais, quoi. Il y a toujours des nouveaux niveaux d'engagement. La vie nous pousse toujours à nous engager un peu plus loin. Le mariage, c'est un gros engagement. Les enfants, c'est un gros engagement. Un prêt commun, c'est un gros engagement. Rester alors que quelqu'un devient malade. Votre partenaire, il développe un cancer, il développe une maladie très grave. Votre peur de l'engagement, votre capacité d'engagement va être testée à ce moment-là. Est-ce que vous aimez assez cette personne ? Est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne, l'amour de votre vie, à tel point que vous allez rester malgré quelque chose qui va pas financièrement avec cette personne, malgré quelque chose qui va pas au niveau de la santé, etc., etc. Donc ça qui est un peu dur avec l'engagement, c'est que il y a toujours des niveaux d'au-dessus, et il faut, et vous vous rendez compte, hein, moi j'ai 35 ans, avec toutes mes relations, tous les premiers niveaux d'engagement qui me faisaient peur, le premier bisou, tenir la main, coucher ensemble, machin, ces choses-là, ça s'accélère avec l'âge. On est plus à l'aise rapidement avec tout ça. Et
Ouais, enfin, c'est juste plus rapide, en fait, tout simplement. On est à l'aise avec ça, on n'a plus peur de s'engager avec ça, alors on fait toujours attention, on choisit le bon partenaire, la bonne partenaire, etc. On n'est pas non plus... c'est pas qu'on fait plus attention, mais c'est pas des choses qui nous font peur à ce stade-là, quoi. Même souvent, c'est des choses qu'on veut faire... le premier bisou, tenir la main à votre partenaire, éventuellement avoir une relation sexuelle, bon, ça peut être des choses que vous voulez faire les premières fois que vous voyez cette personne, et des deux côtés, hein, donc il y a pas de souci, et voilà, quand vous aviez 20 ans, peut-être pas. Et c'est pareil avec, encore une fois, les enfants, la voiture, la maison, tout ce genre de choses-là. Et aussi l'engagement, ce qui est marrant, c'est que c'est un choix en fait. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire, j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, c'est peut-être un peu trop tôt pour moi, mais j'y vais. J'ai peur, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour moi, j'y vais dans 6 mois, laissons-nous le temps, faisons un plan, etc. Donc c'est aussi comme l'amour inconditionnel, c'est aussi un choix. Il y a un moment donné où vous pouvez écouter, il faut bien sûr écouter votre cœur, écouter vos émotions, mais c'est aussi un choix mental de se dire, ok, avec cette personne, si vous connaissez votre partenaire, vous êtes là, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, si on crée pas une vie de couple, un foyer, cette fondation qu'on veut créer à deux, je vais le regretter, par exemple, si vous avez cette sensation-là au fond de vous et que c'est la bonne personne, il va falloir faire le choix de vous engager. Ouais, ça va être dur, et ouais, ça va pas être facile, et vous allez passer par des phases, et des fois vous allez douter, mais vous pouvez toujours revenir à ce choix de je m'engage, ou je me désengage aussi, hein. Voilà. Mais par contre, si vous vous engagez pas, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, petit à petit, il va y avoir de la distance entre vous. À force de désengager, votre partenaire va sentir que vous résistez. Vous allez vouloir faire ci, vouloir faire ça, vous voulez parler des enfants, ils sont là, ah, pas ce soir, j'ai pas envie, deuxième fois, pas envie, troisième fois, pas envie, dixième fois, pas envie. Votre partenaire, il va être là, ok, est-ce que tu veux vraiment des enfants, en fait? Est-ce que tu veux vraiment qu'on parle, ne serait-ce pas que de les faire, mais ok, où on va les mettre à l'école, comment on va les éduquer, comment tu veux qu'ils grandissent, quel type de parents tu veux qu'on soit, parce que une fois qu'on a décidé de faire des enfants, il faut quand même discuter des choses pratiques, quoi. Comment on va gérer les finances, la maman, elle va être enceinte pendant un moment, ok, quel est le revenu du papa, ce genre de choses-là, quoi. Il y a pas mal de choses pratiques, et en plus philosophiques à définir autour de ça. Et donc c'est souvent la peur de s'engager, c'est souvent la mort du couple à petit feu, parce que tout simplement votre partenaire va sentir qu'il y a cette résistance, et à un moment donné, ils vont chercher quelqu'un qui a un engouement en fait, qui a envie d'être avec eux, qui a envie de s'engager avec eux, qui a pas peur d'être en relation avec eux, parce que c'est quand même difficile d'être avec quelqu'un et de se rendre compte que ils nous aiment, mais pas tant que ça, quoi, hein, parce que ils ont peur, quoi. Alors on peut comprendre aussi, il peut y avoir des circonstances atténuantes, hein, bien sûr, il y a des personnes qui ont eu des problèmes, qui ont été trompées, qui ont eu des problèmes dans leur enfance, etc. Donc il faut aussi se poser la question du travail que fait la personne sur sa capacité à s'engager. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la thérapie? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du développement personnel? C'est quelqu'un qui fait de la spiritualité? Est-ce que c'est quelqu'un qui lit des livres, qui a un mentor? Et après, c'est à vous de juger, hein, c'est très personnel comme question, mais il faut regarder pour vous si ce que vous voyez en face, là, entre guillemets, en regardant votre partenaire, est-ce que vous voulez prendre... Parce que c'est toujours, entre guillemets, vous n'avez jamais de certitude en amour. Vous en aurez jamais. Vous pouvez pas être sûr que votre partenaire, ou que ce soit votre femme, votre mec, quoi que ce soit, va devenir d'une certaine manière un jour. Ils vont peut-être jamais changer. Ils vont peut-être, du moins pas de cette manière-là. Ils vont toujours changer. Et du changement, il y en aura à tous les coups. Mais par contre, est-ce qu'ils vont changer de la manière que vous vouliez? Ça, on sait pas. Ça, vous avez aucune garantie dessus. Vous pourrez jamais avoir une garantie. Donc, à un moment donné, il faut vous engager de votre côté et vous dire, ok, si ça ne change pas, si mon partenaire ne trouve pas un travail qui gagne autant d'argent, si mon partenaire ne veut pas d'enfants, s'il ne veut jamais créer cette fondation, s'il ne veut jamais aller vivre à la campagne avec moi, ce genre de choses, il faut être en paix avec ça. Sinon, vous allez avoir du resentment, j'ai oublié le nom en français, mais il y a la distance qui va se créer entre vous, et vraiment, vous allez voir que vous allez être amer, en fait. Vous allez avoir de l'amertume qui va remplacer l'amour petit à petit, et puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, en général, c'est la guerre entre vous deux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'engagement. Donc là, je voulais parler maintenant du deuxième pilier. Ça fait déjà 14 minutes, donc je vais essayer de faire ça en moins de 20 minutes pour que ce soit concis pour vous, que vous puissiez l'écouter en allant au travail, ou voilà, j'essaie toujours de rester un peu dans ces eaux-là. Donc pilier numéro 2, la confiance. Et bien sûr, la confiance, c'est un choix. C'est aussi un choix. Vous pouvez avoir ce sentiment de manque de confiance. Ça m'est arrivé de l'avoir. Moi, je suis quelqu'un qui a été trahi plusieurs fois dans plusieurs relations. Donc des fois, et puis j'ai pas toujours la plus grosse estime de moi. Donc des fois, j'ai des peurs. Je doute de mon partenaire, de ma partenaire, et j'ai pas vraiment. J'ai simplement des doutes en fait. Et j'ai besoin de réassurance, et j'ai besoin, etc. Mais c'est des choses que j'arrive à exprimer. Donc
petit à petit, on arrive à construire la confiance. Mais je peux aussi choisir, malgré mes doutes, de faire confiance. Et on va décortiquer ça un peu plus, à voir à quel point comment ça se construit, on va dire. Donc déjà, la première chose, la confiance, c'est un choix. C'est pas un choix facile. Surtout si vous avez été blessé, surtout si vous avez été trompé, surtout si on vous a menti, si on a abusé de votre confiance, encore et encore et encore. Mais vous avez toujours ce choix qui est là. Parce que sinon, l'alternative, c'est ne pas faire confiance. C'est faire confiance ou ne pas faire confiance. Mais aussi, également, donc la confiance, ça se construit, c'est un choix et ça se construit petit à petit. De part, vous faites confiance à votre ami ou à votre partenaire pour qu'il soit à l'heure. Il est à l'heure 10 fois. Bon, après, vous lui faites confiance qu'il soit à l'heure. Vous faites confiance à votre quand vous emménagez ensemble avec votre partenaire. Quand il va aux courses ou quand elle va aux courses, elle achète tout ce qu'il faut. Ok. Première, deuxième, troisième, 10 fois, vous faites confiance. Pareil pour le ménage. C'est les tâches ménagères, c'est le tour de l'autre. L'autre fait tout ce qu'il a à faire. Confiance. Bam, etc. Donc la confiance, elle est dans plein de petits aléas de la vie, dans plein de petites choses de la vie de tous les jours. Et elle se construit petit à petit. Et voilà, donc ça nous mène au deuxième point, qui est que la confiance, c'est pas noir et blanc. Si vous avez été trompé, peut-être que vous aurez du mal à faire confiance sur la fidélité de votre partenaire. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas confiance. Ça veut pas dire que vous avez 0% de confiance en votre partenaire. Ça veut dire que vous avez des doutes, vous avez des insécurités, vous avez des douleurs par rapport à la fidélité émotionnelle, sexuelle, ça dépend de votre situation. Mais par contre, financièrement, par contre, pour la vie de tous les jours, par contre, pour un partenaire attentionné qui vous amène des cadeaux, qui vous fait des trucs super pour votre anniversaire, etc. Vous avez peut-être un niveau de confiance qui est très très fort. Donc c'est bien aussi de relativiser un peu et de voir là où vous avez confiance et là où vous n'avez pas confiance. Et quand la confiance elle est fortement ébranlée, vous avez des tonnes de petites choses. Admettons que vous avez été trompé. C'est l'une des pires choses qui peut arriver. Donc voilà, vous découvrez que votre partenaire, soit il a couché avec quelqu'un, soit il a eu une relation parallèle, ou elle a eu une relation parallèle pendant, je sais pas moi, des mois, des années, ça dépend de votre situation. Bam, confiance éclatée. Et souvent, il y a des gens qui décident de rester, qui essaient de réparer les couples, il y a des gens qui partent direct, qui divorcent, etc. Donc ça, c'est à vous c'est un autre sujet, c'est compliqué, on va pas en parler aujourd'hui. Mais par contre, en termes de confiance, vous pouvez vous dire, ok, ça a vraiment touché ma confiance et il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais par contre, il y a aussi beaucoup d'autres éléments où vous pouvez toujours faire confiance. Parce que si vous commencez à douter tout ce que fait votre partenaire tous les jours, tout le temps, alors que vous décidez de rester, ça va être infernal pour vous et ça va être infernal pour lui. Dans ce cas-là, autant au moins prendre une pause et puis penser à la séparation. Si vous n'arrivez plus du tout à faire confiance et que même en travaillant avec un psychologue, avec un coach, avec vos amis, en discutant de tout ça, et que vraiment votre confiance elle est au point où il n'y en a plus du tout sur absolument tout, sur le fait qu'il va rentrer le soir, qu'il va faire les courses comme il faut, qu'il va faire le ménage comme il faut, qu'il va prendre soin des enfants, etc., qu'il va payer les factures, etc., etc. S'il n'y a plus rien, ça va être compliqué d'avoir une relation. Donc il faut trouver aussi, c'est aussi un peu comme ça que ça se construit des fois, c'est se rappeler où on a déjà confiance, où il y a déjà de la confiance. Et voilà, parce que sinon on voit que le noir, en fait, on voit que les problèmes, on voit que la tromperie, on voit que ça. Et encore une fois, c'est une grosse partie, et la tromperie, je crois que j'ai un article d'ailleurs sur le sujet pour en parler un peu plus, et je vous le mettrai en lien, qui explique un peu mieux à la fin, dans la description du podcast, qui vous explique un peu mieux, voilà, quoi faire dans ces cas-là, parce que c'est quand même un gros morceau, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, et donc j'ai un peu touché sur le dernier point aussi, donc la confiance, ça se construit, et ça se reconstruit, donc c'est vraiment aussi bon, j'ai un peu couvert ça déjà, mais je voulais quand même le stresser, entre guillemets, c'est que voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir, comme l'amour, comme l'engagement, c'est quelque chose petit à petit à deux, avec les conversations, avec les expériences de vie, vous allez apprendre à avoir confiance. Et moi, j'ai des exemples autour de moi, ou même dans mes relations à moi, où la confiance a été très très fortement brisée, on va dire, des choses très importantes qui ont vraiment détruit la confiance, et avec qui un travail, avec la personne, avec un thérapeute éventuellement, etc., la confiance a pu être reconstruite. Et ça a pris des fois 6 mois, ça a pris des fois 1 an, mais 1 an après l'incident, le couple ou la relation est plus forte en fait, parce qu'on a augmenté la confiance et on a augmenté l'engagement. C'est-à-dire que rester dans une relation après une tromperie, vous augmentez votre engagement. Est-ce que vous allez arriver à reconstruire la confiance ? C'est une autre question, et encore une fois, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais couvrir sur les 2 piliers de l'amour inconditionnel, ou d'une relation amoureuse solide, ou comme l'appelle Gottman, une relation saine en fait. C'est vraiment quand vous avez un haut niveau de confiance et un haut niveau d'engagement, ça n'a pas besoin d'être parfait sur les deux, vous avez les fondations de la maison. Et après, il y a l'intérieur de la maison. C'est quelque chose que j'ai fait un petit post Facebook il y a quelques jours dessus. Si vous allez sur la page Facebook de Graines de Cœur, vous allez pouvoir le trouver. Et c'est quelque chose qui probablement fera l'objet d'un article dans les semaines à venir. C'est un peu, une fois qu'on a ces piliers,
comment on crée une belle relation en fait. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus ensemble plus tard. Donc pour aujourd'hui, ce que je voulais vous rappeler avant de finir le podcast, on est juste à 20 minutes, c'est que donc on a vu que l'amour c'est un choix et que c'est un verbe d'action. On va résumer un peu tout, hein. Et que vous pouvez décider en faisant des actions d'amour, en ayant de l'attention, en faisant des petites choses, en parlant les langages d'amour de votre partenaire, vous allez apprendre, vous allez ressentir le sentiment d'amour. En fait, l'émotion, le sentiment d'amour vient aussi de ces actions. Et quand, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, hein, quand vous êtes un peu plat niveau amour, intéressez-vous à votre partenaire, allez-y, faites des choses pour eux, donnez, et vous allez voir que le sentiment d'amour revient au galop. Ensuite, on a vu que l'amour était inconditionnel, et que donc l'amour inconditionnel, c'est un choix aussi, hein, il faut décider d'aimer même quand c'est dur, et il faut l'exprimer même quand c'est dur. Ensuite, on a vu l'engagement, donc pareil, un choix toujours, et c'est quelque chose qui se construit petit à petit, il y a plusieurs étapes, et vous allez apprendre, entre guillemets, à deux, à naviguer, et à améliorer votre engagement. Et enfin, on a vu la confiance, donc là, on vient juste d'en parler, qui est aussi un choix. Donc, tout est un choix en amour, c'est ça qui est marrant. C'est pas très marrant, mais c'est pas nouveau si vous êtes habitué du blog. C'est aussi un choix, ça se construit petit à petit. C'est pas noir ou blanc, c'est pas 0% ou 100%, c'est jamais tout ou rien. C'est toujours d'une sorte de gris, c'est brumeux, c'est nuageux, c'est pas sur la pluie, sur le soleil, c'est entre les deux toujours, hein, il y a toujours un peu de tout. Et voilà, donc il faut apprendre à voir un peu les nuances de confiance, les nuances d'engagement, et comprendre, et voilà, voir ce qu'il y a de bien, voir ce qu'il y a encore à travailler, et travailler là-dessus. Donc ça c'est pour le podcast d'aujourd'hui. Ensuite, ce que j'aimerais vous rappeler, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en allant sur le blog, donc grain-2-coeur.fr, vous allez trouver des petits encadrés un peu partout, des petits formulaires pour vous inscrire. Vous pouvez télécharger le bonus. C'est un bonus qui parle de 5 outils de communication pour vraiment vous aider à fluidifier la communication de tous les jours, en fait. La vie courante du couple, améliorer un peu, ne serait-ce que la qualité de la relation au jour le jour, mais aussi ça peut vous aider tout ce qui est en intimité, sexualité, etc. Parce que vous allez apprendre, vous allez comprendre votre partenaire un peu mieux, votre partenaire va vous comprendre un peu mieux, vous allez apprendre à communiquer autour de n'importe quoi, en fait, autour des finances, autour de l'éducation, parce que c'est juste des outils de communication de base, en fait. Vous pouvez les utiliser même au travail, dans d'autres relations que vous avez avec la famille. Ça va vraiment vous améliorer vos relations, parce que votre communication va être plus claire, va être plus précise. Ça va vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog, graindecoeur.fr, téléchargez le bonus, lisez-le, vous pouvez me renvoyer un email, hein, vous allez tout recevoir par email, donc vous avez juste à me répondre si vous avez des questions, si vous voulez m'expliquer ce que ça a changé pour vous, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, voilà, en fait, c'est à peu près tout. J'aimerais juste vous rappeler que j'ai une page Facebook et une page Instagram. Donc Facebook, c'est Graines de Cœur. Et Instagram, c'est Nicolas-Roche, donc c'est moi. Et sur ce que j'essaie de faire en ce moment beaucoup, donc c'est de revenir au podcast. Donc vous allez en avoir un ce mercredi soir. Quand je suis en train de l'enregistrer, je vais le publier juste après. Et vous allez avoir un blog d'articles le dimanche. Donc chaque mercredi, vous allez avoir le podcast. Chaque dimanche, vous allez avoir l'article. Et tous les jours sur Facebook, vous allez avoir un post. Le dimanche et le mercredi, ce sera l'annonce du contenu du jour. Mais les 5 autres jours de la semaine, ce sera une petite vidéo, ce sera un petit post, ce sera un poème. J'essaie d'augmenter ma présence sur les réseaux sociaux. Et une fois que je serai à l'aise sur Facebook et que, entre guillemets, que ce soit fluide, on va commencer sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à contribuer aussi, à poser vos questions, à m'envoyer des emails. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter une super journée. Et n'hésitez pas, pour ceux qui écoutent sur iTunes ou sur une autre plateforme aussi, à mettre un petit commentaire ou une petite note, un petit like, etc. Ça aide beaucoup pour la visibilité du podcast. Voilà, super soirée à vous, super journée. Merci pour votre écoute, j'espère que c'était utile et puis on se revoit très bientôt. Allez, ciao.